Je colle ma paille qui a donc été écrasée pour faire mon motif. Donc je colle, je coupe. On peut faire avec la paille, c'est infini, hein. On peut faire des cadres, on peut faire des boîtes, des tables, des têtes de lit. Donc une fois qu'on sait travailler la marqueterie de paille, on peut vraiment s'amuser avec la création qui est des reliures. On peut faire tout ce qu'on fait en fait en marqueterie de bois, on peut le faire en marqueterie de paille. Et on est dans le millimètre, hein, dans la minutie. Moi, le fait d'avoir fait des études de reliure m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire de la marqueterie de paille. Parce que la reliure, c'est vraiment aussi extrêmement minutieux, on est au demi-millimètre près. Et la paille, il faut être aussi extrêmement minutieux au niveau des coupes, parce que la paille doit être collée bord à bord, il ne doit pas y avoir de superposition, il ne doit pas y avoir d'espace. André Groux, qui était un des décorateurs de la période Art déco, a travaillé la marqueterie de paille. Ça a été un des premiers dans les années 1910, comme ça, 1915, à travailler la marqueterie de paille. Et ça, c'est un portrait de mon grand-père, c'est ma grand-mère et leur chien, qui était un caniche géant. Et donc, c'est fait par mon grand-père en marqueterie de paille. Donc, moi, j'ai toujours été élevée au milieu d'objets en marqueterie de paille. Quand j'étais petite, j'allais dans l'atelier de mon grand-père pour voir comment il travaillait, et je m'amusais avec de la paille. Et donc en fait, quand j'ai commencé à travailler la paille, donc après avoir fait de la reliure, j'ai petit à petit abandonné la reliure et je me suis vraiment consacrée à la marqueterie de paille et j'ai commencé à restaurer les meubles, les pièces qu'avait fait mon grand-père en marqueterie de paille. Et j'ai vraiment appris la technique de la marqueterie de paille sur le tas, en ayant comme modèle le travail de mon grand-père et de la paille que j'avais encore de l'atelier de mon grand-père. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon histoire par rapport à la marqueterie de paille. La marqueterie de paille, par contre, ça date du XVIIe siècle. En fait, c'est un parent pauvre de la marqueterie de bois. Tous les pays, en particulier la France, l'Italie, un petit peu en Hollande, les pays qui ont travaillé la marqueterie de bois ont eu parallèlement des gens qui ont travaillé la marqueterie de paille. Parce que les gens qui n'avaient pas de quoi se payer des plaquages en marqueterie de bois, qui étaient chers, des bois précieux, se faisaient des plaquages en marqueterie de paille et travaillaient. Donc au XVIIIe siècle, on a des meubles qui ont manifestement été faits par des ébénistes, par des gens qui étaient des marketeurs, mais qui au lieu de travailler du bois, ont travaillé la paille. Et puis pendant tout le XIXe siècle, il y a eu une population de gens enfermés, c'est-à-dire tous les bagnards. Il y avait des ateliers de marqueterie de paille dans les bagnes, en particulier au bagne de Toulon, mais aussi au Mont-Saint-Michel, à Rochefort, à Brest. Les prisonniers des guerres napoléoniennes aussi ont travaillé la marqueterie de paille, c'est-à-dire que pour occuper leur temps, ils faisaient des coffrets en marqueterie de paille qui étaient vendus après à l'extérieur du bagne. Donc il y a pendant le 19e siècle, on confond souvent la marqueterie de paille avec les travaux de bagnards, parce que c'était fait en grande majorité par les bagnards. Et puis quand les bagnes ont fermé la fin du 19e, c'est complètement tombé dans l'oubli et c'est redevenu à la mode pendant la période Art déco, avec donc André Groux, mon grand-père, et Jean-Michel Franck, qui a été aussi un des grands décorateurs à utiliser la marqueterie de paille. Et c'est vraiment redevenu à la mode pendant la période Art déco. Et on disait même que Jean-Michel Franck, qui faisait des murs en paille, mettait Paris sur la paille, parce que c'était très cher. Et puis après la période Art déco, c'est complètement de nouveau tombé dans l'oubli, c'était plus les mêmes matériaux, on est passé à d'autres techniques, d'autres matériaux. Et moi, quand j'ai recommencé à travailler la marqueterie de paille, c'était dans les années 75-80, donc j'ai été voir les antiquaires qui vendaient de l'art déco en leur disant voilà, je suis restauratrice de marqueterie de paille. Et comme l'art déco aujourd'hui est très à la mode, mais qui a peu de mobilier parce que c'est une toute petite période de création, je travaille aujourd'hui avec des décorateurs qui me font faire dans le style art déco du mobilier, des murs, des pièces entières en marqueterie de paille, comme ce que vous verrez à côté. C'est un faux livre. Mais regardez la lumière que ça a encore, ça date du XVIIIe siècle. Hein. Il n'y a pas de vernis dessus, c'est vraiment la matière paille comme ça qui brille. Et donc à l'intérieur, ça s'ouvre, et c'est tout le raffinement des objets XVIIIe, voilà. C'est une petite boîte à couture avec
plein de petits casiers, la petite boîte pour mettre des boutons. C'est d'un raffinement. Et ça, c'est un travail vraiment qui est un travail d'ébéniste. Donc c'est la personne qui a fait ce travail en marqueterie de paille était quelqu'un qui savait vraiment travailler la marqueterie de bois. Parce qu'on voit que c'est la même technique que la marqueterie boule, par exemple. C'est des petites gravures en fait collées sous le verre avec des petites légendes parce que ces objets-là étaient offerts aux étrennes, aux anniversaires. Donc ça, c'est des petites légendes amoureuses. Quand je vous vois, je sens un je ne sais quoi. Si vous m'aimez, Sylvie, contentez mon envie. Enfin voilà. Et ça, c'est très typique du XVIIIe siècle. Les petites gravures à l'intérieur. Au XVIIIe, la technique qui est utilisée pour la marqueterie de paille, c'est la même technique que la marqueterie de bois, et en particulier la technique de la marqueterie boule. On reconnaît très bien sur certains objets la même technique que la marqueterie de boule. Donc les motifs décoratifs sont les mêmes que ceux qui servaient aux ébénistes, qui travaillaient le bois. Donc les couleurs ont passé à l'extérieur, parce que comme le bois, comme les tissus, comme les cuirs, la lumière fait passer les couleurs, mais quand on ouvre, regardez, on a à l'intérieur tout. Et ça, c'est des coffrets qui étaient faits donc dans les bagnes. Le drapeau français. Les scènes de port, parce que les bagnes étaient toujours au bord de la mer, donc en général des scènes de port. Et là, on a vraiment les couleurs d'origine qui n'ont pas bougé du tout. Les motifs, les dessins, il y en avait un autre qui collait, qui était plus marketeur, mais là, manifestement, il y a eu plusieurs personnes qui ont travaillé parce que le style est très différent entre les deux trophées là, qui sont très très bien réalisés. Et ça, où c'est plus grossier. Donc, moi, vous savez, j'ai retrouvé des lettres d'un bagnard dans un coffret, des lettres qui étaient cachées. Et ce bagnard, il racontait qu'il apprenait la marqueterie de paille avec un bagnard qui était là depuis 20 ans et qui faisait des merveilles. Alors, effectivement, comme au bagne, ils y restaient minimum 10 ans, ils avaient le temps de s'exercer et ils faisaient des très beaux coffrets. Et les coffrets des bagnes, il y a vraiment des très jolis objets qui sont sortis des mains des bagnards. Alors c'est jamais signé parce qu'ils n'avaient pas le droit de signer. Donc de temps en temps on trouve des traces derrière les miroirs ou sous le collage de la paille, on trouve des signatures parce qu'ils voulaient laisser leurs traces. Voilà, ça c'est typique de ce qu'on trouve au XIXe siècle. Objets qu'on trouve assez couramment quand même chez les antiquaires ou aux puces ou même dans les vides-greniers, c'est des objets en marqueterie de paille, c'est 19e, c'est des étuis à cigarettes, à binocle, enfin un peu à ce qu'on veut. Et c'est quand même un travail extrêmement fin, extrêmement joli, et c'était fait aussi en Italie du Nord, il y a eu pas mal de marqueterie de paille, et c'était vendu aux touristes en fait comme des objets, des souvenirs touristiques. Première de la marqueterie de paille, c'est-à-dire que c'est la façon dont on la positionne qui fait que la lumière accroche différemment, parce que ce paravent qui est très mouvementé, où on voit très bien le décor, il est travaillé avec une paille qui est de la même couleur. C'est juste la façon dont elle a été posée qui donne le relief. Pour restaurer cette petite boîte, il faut recomposer par exemple ces petits filets qui sont ici. Donc pour les recomposer, j'ai refait des filets de paille avec la paille d'une couleur différente en alternance, clair foncé, clair foncé, clair foncé. Et ensuite on va venir les recouper en tout petits bouts, comme ça, en tout petits fils. Et on va pouvoir les recoller ici, là où partout on a des manques. Donc cette boîte-là, le dessus a été restauré, donc il n'y a plus de manque. Mais s'il faut en remettre ici, par exemple, on fait exactement le même système. Les du 19e, les débuts 19e sans doute. Bon, l'intérieur est très soigné, très raffiné, avec une scène naïve et une jolie couronne de roses. Voilà, les détails, vous avez vu la qualité du feuillage et de la finesse du dessin. Ouais, c'est assez somptueux. Ces tout petits fils, là les petits points de couleur qu'on voit là, on part de ce petit aplat de papier, donc, et on recoupe des tout petits fils très 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 minces
pour revenir recréer cette petite cadence de petits points. Voilà, ce qui redonnera, alors celui-ci est fini, voilà, ce qui donnera ensuite un ensemble qui reprendra à peu près ses couleurs et sa forme d'origine. Donc on peut se procurer de la paille, nous, uniquement chez les céréaliers qui travaillent pour les toits de chaume et les rempailleurs de chaises, hein, c'est-à-dire la paille de seigle. Elle est cultivée à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on la laisse pousser à près de 2,30 m de haut. Ensuite, elle est fauchée et chaque paille est coupée à la main entre les deux nœuds du haut. Et c'est cette matière que l'on a. Et le céréalier, lui, donc d'une part la sèche, la coupe, la sèche et la prépare en botte, mais il la teint également. Nous, on peut teindre et on teint de temps en temps pour des toutes petites quantités. Quant au céréalier, lui, il peut teindre jusqu'à 30 kg, voire 50 kg, et il a des séchoirs. Alors là, une fois que la paille est bien collée, pour enlever la colle, donc c'est pour ça qu'on travaille toujours debout, parce qu'il faut que le poids du corps soit vraiment sur la paille. Et avec un chiffon et un plioir, non seulement on enlève la colle, mais en plus on aplatit la paille. Et on revient dessus pour qu'elle soit bien plaquée contre le support. Là, c'est une des portes qui va constituer l'ensemble. Et donc ça, il est terminé et c'est les derniers nettoyages.